Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Génération Scanner. On est parti pour 1 heure de discussion, de débat sur le thème de la famille. Alors on va aborder quelle est cette conception de la famille, est-ce qu'on veut encore fonder une famille, l'autorité parentale, bref, pas mal de sujets qui seront abordés ici pendant 1 heure avec les 3 jeunes derrière moi. C'est parti. Comme tous les mois, on est donc parti pour 1 heure où on va discuter, prendre un peu la température ici sur le plateau, débattre autour d'un sujet, le sujet du mois chez Scanner, l'association qui organise cette émission tous les mois, c'est la famille, les relations familiales, notre conception et surtout la conception de la jeunesse par rapport à la famille. Voilà, on est parti pour 1 heure où on est assez libre, on a préparé des petites chroniques et notamment avec moi j'ai 3 personnes, 3 jeunes qui font partie de cette association qui a pour but de parcourir la Fédération Wallonie-Bruxelles pour prendre un petit peu la température comme ça de cet état de santé mentale de la jeunesse, recueillir leur avis via l'écrit, via la radio et, vous le voyez ici, aussi via la TV. J'ai dit ici, j'ai 3 personnes autour de moi. On a d'abord Romane. Romane, comment tu vas? Est-ce que tu es une habituée quand même, hein, toi ici de l'émission? Est-ce que tu ressens toujours ce stress d'apparaître comme ça dans les TV de toute la Belgique? Bah, ça va, franchement, on commence un peu à s'habituer, on prend un peu nos marques, mais c'est vrai qu'il y a toujours cette petite pression un peu au début avant de commencer l'émission, mais je pense que c'est une pression positive pour faire une super émission. Écoute, moi, de base, je pose toujours un peu une question qui n'a rien à voir pour un peu teaser l'angle de l'émission. Mais ici, on sait, voilà, c'est la famille. Toi, petit prise un petit peu de contact avec toi. Qu'est-ce que tu penses de la famille? Est-ce que pour toi, c'est quelque chose de très important dans ta vie? Ah bah oui, moi pour moi c'est vraiment super important, surtout que bah si, enfin vous pouvez peut-être le voir un peu partout sur Scanner, mais j'ai une sœur jumelle qui est aussi dans Scanner donc, et on est super proches. J'ai aussi un petit frère et franchement bah, les liens fraternaux et aussi avec mes parents, je trouve que c'est super important et c'est vraiment quelque chose de très très important dans ma vie quoi. Ok, bah d'ailleurs voilà, elle a parlé pour le voir sur Scanner, on a un peu tous les réseaux, donc scan-r.be, vous retrouverez Romane et sa sœur, on peut jouer où est Charlie, qui est Romane, qui est Emma. Non, on vous reconnaît quand même bien maintenant. Donc voilà, vous avez compris, c'est un sujet quand même qui peut être très chouette et rappeler des bons souvenirs, mais ça peut être aussi un sujet plus compliqué, donc on va essayer ici d'être, voilà, de plonger un peu dans l'intime tout en restant aussi dans nos avis et dans certains faits. Vous avez préparé aussi pas mal de chiffres. Simon, toi c'est ta 2e fois ici à l'émission, comment tu te sens? Bah, je me sens super bien et j'ai hâte de réitérer cette belle expérience. Comme tu l'as dit, c'est ma 2e fois. Ouais, et toi, même question que pour Romane, la famille c'est important pour toi? Bah oui, je pense que la famille, c'est super important. Surtout, bah, comme on va le voir dans cette émission, la famille, ça peut être quelque chose de très large. Donc oui, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. L'humain est un animal social, donc c'est impératif. Pour toi, la famille c'est uniquement les liens de sang? Bah, j'aimerais répondre à la question, mais je pense que je vais un peu m'étaler. Donc je pense que dans cette émission, on aura plus le temps d'en parler un peu plus en profondeur. Super, parfait. Et il nous reste plus qu'une seule personne, c'est Clara. Et Clara, je pense que tu es la Benjamine de Scanner, c'est Non. ça? Ah non, Non, on y est presque, plus jeune. presque, on y est presque. Qui fait sa première fois ici en TV, donc on va t'accompagner, ne tracasse pas, ça va bien se passer. Est-ce que tu ressens ce stress de la TV ou pas? Oui, quand même, énormément. C'est très impressionnant, tout ce qu'il y a autour de nous. Et puis, bah, après, on reste avec les gens qu'on apprécie, donc c'est rassurant. Bah voilà, ça nous touche, ça nous touche. Écoute, tu es bien entouré, tu vas voir, ça va bien se passer. Et justement, pour commencer un peu l'émission, je vais pas directement te mettre sous le feu des projecteurs avec ta chronique. On va commencer par Simon, qui lui n'est pas encore un habitué, mais c'est quand même ta 2e fois. Donc tu vas nous présenter, le sujet, on le connaît, c'est la famille, mais on va aborder un des pans de ce sujet-là via le chiffre. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore la séquence du chiffre, je vais énoncer un chiffre et mes très chers chroniqueurs et chroniqueuses vont essayer de le deviner. Donc, sans plus tarder, je vais commencer en disant ce chiffre. Le chiffre est plus 62%, toujours en rapport avec la famille. Ok, donc une augmentation de 62%. Une augmentation exactement de 62%. À votre avis, est-ce que vous avez une petite idée? Donc j'imagine que c'est moi j'imagine que c'est un changement dans la société qui a fait plus que 50%, carrément 62%. Mhm. Moi, je laisse d'abord répondre les autres. J'ai 2 idées, je vais choisir la meilleure. Je pense que ce serait peut-être le nombre de familles monoparentales dans les années qui précèdent. Ça a un lien. Tu y es presque.
C'est marrant parce que c'était une de mes 2 idées, donc je vais Ah dire l'autre. Du coup. C'était quoi l'autre? C'est de familles justement qui n'ont pas d'enfants pour moi. Ok, bah, vous êtes dans le cœur, Romane. Bah, déjà 62%, ça me semble énorme comme pourcentage, surtout si c'est une augmentation. Moi, j'aurais Mhm. peut-être dit le nombre de familles, enfin, un pourcentage pour le nombre de familles qui a un seul enfant, un enfant unique, mais sur une durée alors assez large, parce que pas par exemple depuis l'année dernière, quoi. À mon avis, genre 20 ans, 30 ans, Oui, quelque c'est chose ça. comme ça, quoi. Ah bah, en fait, vous êtes vraiment, bah, vous avez presque eu la réponse, parce que 62%, enfin, cette augmentation-là, concerne le nombre de divorces en augmentation en Belgique sur 50 ans. Donc oui, Ah. on est vraiment sur quelque chose de très large, 50 ans, comme on l'a dit, mais donc c'est l'augmentation des divorces, plus 62%. Alors, les explications de ce chiffre sont assez évidentes. Nos mœurs ont changé, le mariage n'est plus indissoluble, l'épanouissement personnel est mis au premier plan, les conditions économiques poussent les gens à provoquer, je dirais, avoir des pathologies, des maladies mentales dans le sens du stress, des burn-out, des dépressions. La femme n'est plus prisonnière du foyer. Ce qui fut éternel, aujourd'hui, n'est plus qu'un luxe qui relève de l'altruisme. Donc, bah, j'ai choisi ce chiffre-là non pas par hasard. L'augmentation colossale du divorce redéfinit ce qu'est une famille. La famille nucléaire représente soit une performance aujourd'hui, soit un modèle archaïque. Tu sais juste expliquer ce que c'est la famille nucléaire pour ceux qui nous regardent? La famille nucléaire, tout simplement, c'est le modèle de base, c'est papa, maman, enfant. C'est à peu près ça. Ok. Voilà, c'est cette famille qui... Voilà, c'est un peu une espèce de... Souvent représenté sous forme de triangle, enfin, j'ai souvent vu des schémas en forme de triangle, mais bon, c'est ça, c'est papa, maman, enfant, tout simplement. Pas de beau-père, de belle-mère, ça c'est quelque chose que la famille nucléaire, normalement, pas rejette, mais que ça peut, comment dire, hétérogène, quoi. Et aussi les familles voilà, monoparentales, les familles homosexuelles, etc. Où là, on Oui, est exactement, sans tout ça, enfants. oui, c'est ça, c'est la famille Ok. nucléaire, ça ne rentrait pas dans ce concept-là. Donc, ben, je ne prendrai pas de risque en disant qu'on connaît tous quelqu'un ou peut-être plusieurs personnes qui ont des parents divorcés, ce qui est une première sur le plan de l'humanité, je dirais. Bah, ce mois-ci, Génération Scanner bah, attaque un peu, enfin, s'attaque à la famille, on va dire, s'attaque. Mais qu'est-ce que la famille? Si on s'en réfère à la définition du petit Robert et à son étymologie, il s'agit des membres qui vivent sous le même toit. Alors, on comprend bien que cette définition ne reprend pas les liens de sang, comme par exemple les cousins, les cousines, cette définition ne le reprend pas. Mais c'est assez cocasse parce que tout le monde n'a pas la même définition de la famille. Des gens considèrent leur ami comme de la famille, d'autres gens considèrent leurs animaux de compagnie comme Ouais. de la famille, et Sûr. d'autres gens considèrent aussi comme des rassemblements la famille. Par exemple, on entend souvent que cette entreprise-là, bah, c'est une grande famille. Donc on voit que Ça, des fois, c'est un petit peu du marketing aussi. c'est un peu du marketing. Mais aussi, et à l'inverse, je pense, il y a aussi des gens qui considèrent que les personnes qui ont ce lien de sang ou qui même des fois vivent sous le même toit ne font pas partie de leur famille tellement ça se passe mal. Ça, on a parlé tantôt, enfin j'ai expliqué tantôt que bah, des fois c'était des bons souvenirs, des fois c'était plus Mhm. touchy. C'est sûr que ouais, ok, moi personnellement j'ai plutôt une définition qui est pas comme le petit Robert. Comme le Oui, c'est petit ça, Robert. c'est que bah, le petit Robert essaie d'être le plus, à mon avis, générique et essaie de toucher le maximum de personnes. Mais on voit bien que cette définition, je pense que tout le monde a un peu une définition qui n'est pas celle-là. Donc on voit que le thème est complexe, car rien que dans l'acceptation du concept qu'il y a derrière cette définition, bah, on n'est pas tous unanimes. Donc voilà pour ce chiffre de 62%. Merci Simon, c'est vrai que c'est un peu comme définir l'amour en fait au final, ou l'amitié. On a tous une définition différente de ces concepts qui nous paraissent à certains très logiques et pourtant ne le sont pas pour d'autres. Vous vous retrouvez, vous, dans cette définition que Simon nous a donnée? Bah, moi, je pense justement un peu comme tu disais, Roba, que la famille, c'est pas que du coup. Enfin, toi, d'après la définition, c'était vraiment vivre sous le même toit. Mais déjà, bah, par exemple, tu parlais des cousins. Moi, je suis d'accord aussi que moi, j'ai des cousins avec qui je suis très très proche. Bah, pour moi, c'est considéré, enfin, d'office, c'est ma famille, alors qu'on vit pas sous le même toit. Et même bah, les amis, j'aurais peut-être tendance à avoir un peu plus du mal à dire que des amis peuvent devenir une famille, parce que je trouve que c'est quand même deux choses fort dissociables. Mais bon, voilà, ça se discute. Mais par exemple, j'ai un ami d'enfance que je connais depuis que j'ai genre 3 ans. Ça, je considère quand même qu'on pourrait dire qu'il fait partie de ma famille. Mais par Ouais. exemple, des amis que je connais depuis 4 5 ans, peut-être pas que je les considère comme ma famille. Mais je pense qu'il y a vraiment ce côté, bah, la relation, le lien, ce qu'on a pu partager, ce qu'on a pu confier à l'autre qui fait qu'on est de la même famille ou pas, quoi. Ah, donc toi tu dirais que la famille c'est en lien avec la relation
comment dire, la relation que tu as avec ces personnes-là, parce qu'il y a des personnes qui, dans leur famille, ça se passe très mal et que c'est des mauvaises relations aussi. Oui, c'est vrai que je pense qu'il y a des moments où on peut pas quand même. En fait, oui, moi je pense que vraiment la relation, parce que imaginons ton papa, ton géniteur entre guillemets, tu l'as jamais connu, mais on le considère quand même comme ton papa. Je sais pas si vraiment on peut dire que c'est de ta famille, si finalement il a jamais été présent, si entre guillemets il a juste été là pour te concevoir, c'est un peu cru ce que je vais dire, mais qu'après il est parti, tout ça. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il fait partie de ta famille? Moi je suis pas sûre. Je pense que vraiment il y a aussi, il a permis de t'évoluer. Tu as pu évoluer avec cette personne, tu as pu apprendre des choses, etc. Moi, ça, c'est plus important que les liens du sang, quoi. Ouais, on aura justement l'occasion d'en parler un peu de ce droit, ce devoir qu'on a envers ses enfants ou envers sa famille, un petit peu plus tard dans l'émission. Je prends aussi de ton côté, Clara, toi tu as la même définition que Roman, tu te retrouves dans d'autres choses? Non, du tout. Moi, j'ai une famille assez compliquée. Je vis toute seule avec mon papa et j'ai grandi chez mes grands-parents. Ok. Et puis, par rapport à ce lien, on n'est pas obligé d'avoir des liens de sang pour être des mêmes membres d'une même famille. J'ai 2 frères de cœur, donc que j'aime d'amour, exactement comme ma petite sœur. C'est tout pareil. Écoute, j'ai envie de dire tant mieux pour toi, chacun sa définition. Voilà. Je pense que c'est une définition aussi qui s'affine en fonction de notre vécu, de nos relations. Donc c'est aussi pour ça que Simon, tu l'as très bien dit, on a chacun notre définition. Des choses par contre où on peut pas tous avoir des réponses différentes, c'est un QCM quasiment scolaire. On a des petites questions que Roman nous a préparées. On ne connaît pas nous les réponses et le but c'est qu'on s'informe un petit peu sur ce sujet de la famille via des chiffres et une petite évaluation surprise, c'est le QCM. Alors, évaluation surprise, j'espère que vous ne le voyez quand même pas comme ça. Sinon, je le prendrais un peu mal. Mais en tout cas, pour ceux qui ont déjà vu un peu l'émission, vous me connaissez peut-être aussi parce que du coup, j'aime beaucoup cette petite séquence un peu chiffrée. On l'appelle Madame Musel ici. Voilà, moi, j'aime bien tous les chiffres, etc. Et donc oui, pour expliquer un peu quand même, donc je vais poser une question et donner 3 propositions de réponse et vous allez voir un peu, chacun à votre tour me donner votre avis par rapport à la bonne réponse, puis on en discutera un peu et on débattra un peu par rapport à ça. C'est parti, on est prêt. Ok, donc pour commencer, d'après une étude de Stadbel, quel est l'âge moyen auquel on devient mère de son premier enfant en Belgique en 2022? Alors, on a soit 27,3 ans, soit 29,6 ans, soit 33,2 ans. Alors, par exemple, Simon, t'as une idée? En fait, ces chiffres-là sont quand même proches, donc c'est assez compliqué, je vous avoue. Moi, premièrement, j'étais parti sur un peu l'idée pessimiste que voilà, on fait plus trop d'enfants très jeunes, qu'on vise avant tout la carrière, donc 33 ans. Mais je pense que moi, je tape entre les deux, parce que 27, ça me paraît un tout petit peu tôt, parce qu'on vient de sortir des études pour la plupart. Donc ouais, 29, mais j'étais parti sur 33 à la base. Ok. Ouais, moi j'irais plutôt dans le même sens parce que je pense que, comme l'a dit Simon, on fait de moins en moins des enfants tôt. D'ailleurs, on entend souvent en 30, 32, 34 ans, ce qui avant était quasiment inimaginable. Mais de là à dire 33 ans de moyenne, parce qu'il y en a quand même qui restent par an à 24, 25 ans. Donc ouais, non, moi 29 aussi, 29,6. Ok. Alors moi, je prendrais plus la vision des réseaux sociaux. Sur les réseaux, on voit de plus en plus de mamans très jeunes. Donc je taperais plus dans le 27. C'est vrai qu'on voit ça aussi. Ouais. C'est vrai qu'on a peut-être cette vision-là aussi, mais c'est plutôt du côté des garçons qu'on a raison. C'est quand même pas 33, comme vous l'avez dit, c'est 29,6. Et donc, on voit que ça va un petit peu varier par rapport à la Belgique aux différents endroits, parce qu'on va voir, par exemple, en Wallonie, ça va plutôt être 29,3, en Flandre, 29,6, et les plus âgés, entre guillemets, c'est Bruxelles, où c'est 30,8. Et donc, ça, c'est par rapport justement au premier enfant, mais de manière générale, l'âge moyen pour les enfants, que ce soit le premier, le deuxième, etc., ça va quand même être 31,3 ans. Wow. Et donc, on voit que, en fait, finalement, ça n'arrête pas d'augmenter. Finalement, si on regarde, il y a encore 10 ans, on était, par exemple, si on regarde l'âge moyen, à 30,3 ans, alors que maintenant, c'est 31,3. Donc, ça peut paraître... une faible évolution, c'est 1 an, mais bon, c'est quand même 1 an qui fait la différence vu que c'est une moyenne. J'ai eu un parallèle là qui vient de me sauter qui peut-être va vous faire rire, mais c'est comme le 1 degré climatique. Oui, on se dit que c'est peu, mais en fait c'est énorme, ça change tout. Si de 30 à 31 ans, ça fait notre pyramide comme ça. On voit quand même
Et donc, on va voir que finalement, le type de parentalité dans cette étude qui va quand même être mis en avant, ça va quand même être plutôt des couples. Ça reste quand même principalement des couples. Il y a 86,4% des cas qui vont être des couples. Et donc, on va voir que ça peut avoir des effets aussi bien négatifs que positifs. Mais je vous propose d'abord, avant de un peu dire tout ça, de un peu discuter un peu ensemble de ce que vous en pensez et peut-être de vous donner les raisons, à votre avis, pourquoi est-ce qu'on fait des enfants plus tard maintenant. Mais tu as dit 86% des cas sont des couples. Oui. Moi, ça me paraît, contrairement à ce qu'on peut considérer, comme tu l'as dit tantôt, qu'on considérait en tout cas comme la norme, la famille nucléaire. Je dis que ce soit que 86% des cas qui sont avec des couples, ça m'étonne. Mais si tu sais, c'est quel type de relation, les 14% restants? C'est plutôt des couples monoparentaux, c'est comment? Oui, je pense que c'est plutôt des couples monoparentaux, etc. J'avoue que j'ai pas vraiment les chiffres exacts du reste, mais en tout cas, par rapport aux 86%, il y a quand même 45% des couples qui vont être mariés. Ah oui, d'accord. Contre, du coup, le reste qui seront pas mariés, etc. Mais donc, c'est vrai que je pense que il y a tout ce qui est monoparental et il doit aussi y avoir... Oui, c'est surtout ça, en fait, surtout monoparental, où tu fais soit ton enfant tout seul, ou bien alors, après, t'es séparé de la maman ou du papa, etc. Moi, je m'attendais pas à des chiffres comme ça. Et pour les 31%, si tu veux vraiment mon avis, pour moi, c'est pas un bon chiffre, parce que, en fait, tout se retarde, si on en a parlé tantôt, avec le stress, l'argent, etc., qu'on peut vivre dans nos professions. Je pense que c'est à cause de ça, en partie, que ça se retarde. Mais ça nous crée une pyramide démographique qui est beaucoup plus vieille que jeune. Et ça, niveau... Alors, si on parle d'économie, etc., c'est pas le but ici, mais ça peut être catastrophique. Mais en même temps, moi, si on me dit « fais un enfant avant tes 30 ans », non. Aussi. Clara, toi, t'es d'accord avec ce que Rob a dit ? Je pense que oui, faire un enfant trop jeune, c'est aussi se donner des responsabilités qu'on n'a pas toujours, que ce soit financière ou même savoir donner une éducation à un enfant alors qu'on n'est pas totalement développé nous-mêmes. Oui, c'est vrai. Mais je pense aussi que, en fait, on a une vision de nos grands-parents qui ont vécu une autre époque où à 20 ans, on trouvait beaucoup plus facilement du travail qu'aujourd'hui. Les maisons, les appartements étaient beaucoup moins chers. Et surtout aussi, on vivait moins longtemps aussi. Les gens mouraient à 60-70 ans. Là, maintenant, on peut mourir à 80-90 ans. Ce qui fait que oui, on pourra profiter de nos enfants plus longtemps. Donc oui, je pense qu'il y a ce rapport. Oui, on fait des enfants, on va dire, 10 ans par rapport à nos grands-parents, 10 ans après, on va dire. Mais pour moi, ça semble logique parce qu'on vit beaucoup plus longtemps et on travaille beaucoup plus, je dirais, pas durement, mais on a des horaires qui sont peut-être un peu moins adaptés à avoir une famille. Parce que qu'on en pense qu'on veut, mais avant, il y avait peut-être la femme qui était au foyer qui pouvait encore s'occuper des enfants. Là, maintenant, tous les deux parents travaillent, ce qui fait que c'est beaucoup moins évident d'avoir des enfants. Ouais. Et puis, il y a aussi ce truc de... Alors là, je pousse peut-être un peu trop loin, mais truc de... En fait, on n'est jamais déconnecté. Aussi, quand on rentre chez nous, que ce soit via les mails, via machin, ou la pression qu'on a, en fait, au final, tu rentres chez toi, tu travailles encore, entre guillemets. Peut-être que tu ressors pas à ton PC, mais t'as un mail, clac, tu réponds, t'en parles à table. Tu sors jamais. Je pense que quand tu es dans cet accomplissement de carrière, si jamais telle est la philosophie de la personne, penser à un enfant, c'est rajouter une tâche, entre guillemets, en plus énorme. Et donc ça paraît être une montagne infranchissable. Oui, c'est ça, c'est que maintenant on a un nouveau membre de la famille qui s'ajoute dans tous les foyers, c'est le téléphone, quoi. Et le travail qui l'accompagne. Moi, de tous les parents que je côtoie, ils ont tout le temps des mails, même quand ils sont chez eux, quand c'est congé, ils doivent répondre à des mails, même faire des fois des visios urgentes. Je trouve que on est payé 8 heures par jour, pas 12. C'est ça qui est compliqué, c'est que oui, ça rajoute un stress, une espèce de frustration, et on le voit bien, ça déteint sur les enfants. Et ici, on avait raison, nous, Simon et moi, du coup, pour cette question-ci. C'est quoi la question suivante, Romane? Oui. Alors, la question suivante, c'est quel pourcentage de familles monoparentales, justement, occupaient les ménages privés wallons en 2024 selon IWEPS? Donc, on a environ 6,4%, 12,2% ou 24,7%. Alors, à votre avis, on peut peut-être, Clara, aller honneur aux filles d'abord. Est-ce que tu as une idée? Je pense que je dirais l'entre-deux, donc 12,5%. 12,2 alors c'est. 12,2, pardon.
parce que les familles monoparentales, c'est un peu qui tout double, soit on l'a choisi, parce qu'il y a des mamans qui choisissent d'élever des enfants seuls, soit par l'adoption ou les grossesses, j'ai plus le terme exact, mais oui, je pense que l'entre-deux c'est bien. Bah, moi, j'aurais envie de dire l'entre-deux aussi, 12, parce que bah, juste avant, t'as parlé de 86%, bah, c'est quasiment 14, 12. Mais je vais rester sur mon premier a priori de me dire, bah, ça me paraît. Enfin, j'en connais pas énormément personnellement. Et donc, de mon propre avis, je dirais 6,4%. Ouais. Ok. Moi, c'est tout l'inverse. Je connais beaucoup de gens qui sont des familles monoparentales ou recomposées, comme on dit maintenant. D'accord. Donc j'aurais dit 24,7 parce que le nombre de gens que je côtoie, il y a carrément une personne sur quatre que je côtoie qui a des parents d'accord. divorcés. Ah oui. Voire même plus. Ouais, c'est marrant, comme la différence. Ah ouais. Oui, c'est ça. C'est intéressant de voir que justement tout le monde a des avis un peu divergents là-dessus. Ouais. Et c'est Clara qui avait la bonne réponse cette fois-ci, c'est 12,2%. Et donc on voit que c'est aussi un phénomène qui est en augmentation parce qu'entre 2019 et 2024, il y a quand même eu 3,5% d'augmentation de ce pourcentage de familles monoparentales en fait. C'est énorme, 3,5%. Oui, c'est ça. Surtout qu'on voit que si on regarde juste les familles avec enfants, on voit qu'il y a quand même une famille sur 3 qui vont être monoparentales. Et donc, si on regarde juste par rapport aux enfants, il y a quand même 38% d'augmentation en un an de familles monoparentales. Et on voit que dans 86% des cas, ça va être souvent la maman, les femmes en tout cas, qui vont être à la tête de ces familles. Et les hommes, même s'il y a quand même une tendance positive où on voit que les hommes finalement vont quand même un peu parfois être pères de famille, etc. On voit que finalement ça reste quand même beaucoup la maman. Et justement, comme on le disait un peu, il y a plusieurs causes. Non seulement c'est aussi par exemple des mamans qui veulent faire des enfants toutes seules ou bien à l'adoption, etc. Mais il y a aussi beaucoup de divorces, un peu pour faire un lien avec ce que tu disais juste avant. Le fait qu'il y ait beaucoup de divorces, c'est ça aussi qui entraîne qu'on va se retrouver dans une famille monoparentale, entre guillemets, quoi. Et donc moi j'aimerais bien un peu voir... on en a déjà un peu parlé, mais vous connaissez beaucoup du coup de familles monoparentales, dans le sens, par exemple, parents divorcés, etc. Toi, tu me disais que oui, Simon. Au niveau de mes relations amoureuses, pratiquement toutes mes ex avaient des parents séparés. Dans ma famille, j'ai une tante qui sont séparés. Mes parents étaient séparés. Je veux dire, c'est pratiquement une maladie, quoi. Et ça se contamine de plus en plus vite et avec une échelle exponentielle. Moi, j'en connais. En fait, si, des personnes divorcées, j'en connais pas mal. Mais, parce que pour moi, monoparental, en fait, c'était pas personne divorcée et puis qui vivent toute seule. J'avais pas compris ça comme ça. Manque de culture de ma part. Mais je voulais aussi dire que le fait que ce soit plus féminin, je pense que c'est axé sur le fait que si jamais vraiment on parle pas du fait que divorce, tout ça, vraiment une personne toute seule, j'ai pas envie de dire que c'est plus simple parce que ça n'a rien de simple d'être enceinte et d'un accouchement, mais si un homme veut un enfant tout seul, il y a l'adoption et puis il y a je pense qu'on dit les mères porteuses. Mais ça reste différent, je pense, que d'avoir son enfant. Ça fait vraiment objet quand je parle comme ça, c'est cata. Mais son enfant à soi, en étant enceinte, tout ça. Donc je pense qu'on a eu le côté féminin là-dessus. Je sais pas s'il y a un truc de gêne ou je sais pas quoi derrière, j'en sais rien. Mais ouais, moi ça me paraît logique que ce soit plus féminin. Et Clara, pour un peu rebondir sur la question et un peu te poser une autre question, souvent j'ai l'impression que c'est assez mal vu justement d'être une mère toute seule avec ses enfants. Toi, tu as ce ressenti-là aussi? J'ai pas le point de vue du côté maman, mais du côté papa, du coup. Un papa solo, c'est aussi beaucoup de responsabilités, je pense, parce que l'humanité a cette vision de la maman qui sait un peu tout faire et que le papa dépend un peu d'elle. Moi, je trouve que mon papa s'est très bien débrouillé dans son éducation, donc il s'en est bien sorti. Tant mieux pour toi, j'ai envie de dire, c'est bien, et on souhaite ça évidemment à toutes les personnes qui nous regardent. Et justement, pour aller un peu chercher des avis en plus que ici nos 4 avis dans le studio, on a été dans la rue pour voir un petit peu les jeunes de, je pense que c'était à Liège que ça a été tourné, les jeunes liégeois. Comment est-ce qu'ils conçoivent la famille? Est-ce que pour eux, c'est toujours important de fonder une famille? Et pour ça, nous sommes allés dans la rue. Salut la team! Aujourd'hui, la vision de la famille évolue et pour en savoir plus, nous allons interroger les jeunes dans la rue. Est-ce que les jeunes veulent encore fonder une famille en 2025? C'est ce qu'on va essayer de savoir maintenant. Est-ce que tu imagines fonder une famille plus tard?
Oui, normalement. Bah moi personnellement non, mais c'est un choix depuis toute petite. Je sais pas, j'ai jamais eu l'envie réellement et vu que dans le monde où on vit maintenant, bah j'imagine pas trop faire d'enfants quoi. Oui, moi ça me dérange absolument pas. Franchement, je me vois bien avec mon mari et mes enfants, donc oui, moi ça me dérange pas de fonder une famille. Moi personnellement non, c'est pas un truc, je suis enfant unique, donc ça m'a jamais attiré forcément, non. Oui, honnêtement, oui. Moi, ça me dérange pas aussi. Mais moi, justement, oui, j'aimerais bien parce que j'ai un frère et je trouve ça un peu triste, justement, d'être tout seul, quoi. Est-ce que tu as des craintes? Oui. Au niveau de l'accouchement et tout ça, apparemment, c'est pas facile. Donc, en tant que femme, honnêtement, ça fait peur. Les gens sont moins aptes à prendre leurs responsabilités et que les personnes sont de moins en moins matures. Malgré le fait qu'ils ont un âge assez avancé, il reste encore des enfants dans leur tête. Oui, mais moi ce serait plus au niveau de l'accouchement, les séquelles, etc. Mais sinon au niveau financier, etc., je sais déjà ce que je veux faire, etc., etc. Et même si ça ne fonctionne pas, j'aurai des autres plans, quoi. Moi, de mon point de vue, avoir un enfant, c'est profiter de la vie autrement, mais c'est pas la façon dont j'ai envie de profiter de la vie. J'ai envie de voyager, d'être libre de mes choix, de faire ce que je veux. C'est surtout pour ça. Moi, non, juste financer, c'est tout. Moi aussi, pareil, je veux voyager, donc c'est pour ça que je ne veux pas vraiment avoir des enfants dans 5-6 ans, quoi. Plus quand j'aurai la trentaine, mais c'est vrai qu'avec le monde dans lequel on vit aujourd'hui, avec le réchauffement climatique et tout ça, c'est un petit peu compliqué. Donc, là, pour le moment, je pense en avoir, mais je verrai bien plus tard. Et voilà, c'est déjà la fin de ce micro-trottoir. Et vous, qu'en pensez-vous? À la prochaine la team! Chaque mois, merci à Alexandra et Victoria pour cette belle séquence dans la rue. Voilà, on a quand même souvent les mêmes avis qui reviennent. On a le financier, le je veux profiter, voyager. Et puis il y a le monde dans lequel on vit, qu'il soit climatique ou politique, qui pose des fois problème. Est-ce que vous pensez que c'est un problème que toutes les générations se posent et qu'en fait c'est juste notre tour de se dire oh, je veux pas d'enfant parce que quel monde de merde, ou vraiment notre génération, elle est unique, c'est de dire non, on est dans une période de changement, pas forcément de changement positif, donc il y aura beaucoup moins d'enfants. Vous en pensez quoi? En fait, je pense que les relations, que ce soit entre les hommes, les femmes, enfants, parents, tout ça, ne découlent pas du ciel. Juste, il faut qu'il y ait un terreau. Et je pense que dans la société dans laquelle on vit, on a beaucoup moins de temps, on est beaucoup plus individualiste. Et la religion, c'est comment dire, un peu évaporé de nos vies, on va dire, même si on peut y croire, mais les églises sont vides, malheureusement ou heureusement, ça dépend de la vie qu'on lui porte. Donc je pense que on n'a plus forcément le besoin et l'envie on ne partage plus l'envie d'avoir des enfants. Je pense que ce n'est plus une nécessité, peut-être qu'avant ça en était une, et que tout simplement les gens pensent avant à eux-mêmes avant de penser aux autres, parce qu'il y a eu aussi beaucoup d'avis où j'ai entendu que on a vu nos parents se déchirer pour la garde, pour ci, pour ça, voir nos grands-parents, voir nos grands-mères rester au foyer. Donc je pense aussi qu'il y a une espèce de vision, on se dit j'ai pas envie de reproduire ce que j'ai vu parce que tout simplement ça ne m'attire pas et je peux faire autre chose. Je ne suis pas conditionné. Vous êtes du même avis? Moi personnellement, je pense qu'on a une vision différente par rapport à nos grands-parents justement d'avoir des enfants, etc. Parce que, un peu comme on le disait, il y a tout ce qui est aussi, tu le disais aussi, politique, climatique, etc. Et c'est vrai que, par exemple, moi, j'aimerais bien avoir des enfants plus tard, mais c'est sûr que ça peut me faire peur pour l'avenir de me dire, mais en fait, si j'ai des enfants, dans quel monde je vais... Ou dans quel monde ils vont atterrir, en fait, finalement, comment est-ce qu'ils vont s'en sortir? Politiquement, je veux dire, c'est aussi effrayant, mais moi, c'est vraiment plutôt aussi climatiquement, etc. Comment est-ce qu'on va leur laisser un monde qui est vraiment détruit, etc. Et finalement, comment est-ce qu'ils vont faire? Est-ce que ça va être eux les futurs responsables pour réparer un peu nos bêtises de notre monde? C'est aussi des questions qui se posent, et je pense que peut-être avant, surtout d'un point de vue climatique, etc., on se les posait peut-être moins, parce qu'on avait peut-être moins conscience des problèmes par rapport à ça, mais en tout cas, je trouve qu'actuellement, on est vraiment dans un monde où on met vraiment en avant tous les problèmes de notre société, etc., et que ça peut freiner certains à faire des enfants, quoi.
Et tu penses pas que c'est un truc que toutes les générations se posent à un moment donné? Parce que j'ai envie de dire, lorsqu'on sortait des guerres mondiales, il y a eu le baby boom, et c'est là où on a fait le plus d'enfants. Alors qu'on sortait d'une période où, niveau mental, niveau politique, c'était une catastrophe sans précédent. Et pourtant, c'est à ce moment-là qu'on a fait le plus d'enfants. Est-ce que tu penses que c'est un truc que chaque génération se dit, et puis finalement, quand tu arrives en âge, ça te paraît naturel, quoi? Je pense qu'il y a peut-être aussi une question d'idéologie, dans le sens que avant on disait c'est la norme, c'est normal de faire des enfants, alors que maintenant on remet peut-être plus en question aussi. Alors je ne sais pas si ça a du coup un lien plus fort avec ce que je disais juste avant, avec les conditions climatiques, conditions politiques, etc. Mais en tout cas, j'ai l'impression que maintenant on a plus le choix et qu'on va peut-être moins nous juger si on décide de ne pas avoir d'enfants, quoi. Clara, même chose? Moi, je fais partie de la team ne veut pas d'enfants plus tard. Okay. Mais je fais aussi partie de la team plus jeune. Donc, moi, je veux profiter de ma vie, pouvoir voyager, finir mes études dans un certain nombre d'années déjà. Pouvoir profiter à 100% sans avoir quelque chose qu'il faut réfléchir. Quand on part en voyage, on doit réfléchir à est-ce qu'on le fait garder ou combien ça va nous coûter une place en plus dans nos valises. Donc pour toi, c'est une sorte de... Alors je vais très caricaturer, c'est une sorte de boulet en fait au final. Un peu. Ok. Mais tu es consciente que peut-être que ton avis peut changer ou peut-être d'office? Ah oui, complètement. Je n'ai que 17 ans, donc je peux grandir et évoluer comme n'importe qui sur cette terre. Et moi j'ai l'impression que c'est un peu ça, moi dans mon avis, c'est... Au début, je n'en voulais pas. J'étais la team non. Et maintenant, c'est plus en mode, on verra. On verra comment ça se profile, etc. Comment ça se passe avec madame et tout ça. Mais aussi et surtout, comme tu l'as dit, climatique, politique, surtout climatique. Parce que le politique, je pense qu'une guerre n'a... Si elle a empêché de faire des enfants, c'était plus retardé, entre guillemets. Mais le climatique, moi, si jamais c'est pour me dire qu'en 2050, la Terre est inhabitable, non, non merci. Mais en fait, plus j'avance, plus il y a ce truc de me dire je vois l'intérêt et tout ce que ça apporte, entre guillemets, d'avoir un enfant. Je vois aussi tout ce que ça enlève, parce qu'il ne faut pas non plus se cacher, ça enlève certaines choses d'avoir des enfants. Mais vous pensez qu'on ne peut pas profiter, qu'on ne peut pas voyager si on a des enfants? Je pense qu'il faut être honnête par rapport au fait qu'il y aura un changement, un virage, peut-être à 90 degrés, qui va être pris en ayant des enfants, et qu'on va profiter de la vie autrement. C'est-à-dire que oui, si votre truc c'est les Ibiza et à Malte, et que vous, les voyages au bord de la mer ou en montagne, ça ne vous dit pas du tout, alors là, oui, c'est vrai que si vous avez des enfants, je ne pense pas que vous allez amener votre nourrisson ou votre enfant en boîte de nuit à Barcelone. C'est vrai que il va falloir, je pense qu'il faut être fondamentalement honnête et se dire qu'il va avoir un tournant, mais peut-être que ce tournant-là, il va falloir le prendre d'un bon pied et se dire que c'est peut-être quelque chose qui va me faire évoluer, me faire peut-être aimer des choses que je ne soupçonnais pas. Je pense que c'est juste l'honnêteté qui est le plus important, mais pas de se dire que oui, je vais forcément... Parce qu'on ne peut pas aimer si on n'a pas testé. Comme il faut être honnête de dire qu'il va y avoir un tournant. C'est un peu comme au final quand on arrive en secondaire. Quand on arrive en secondaire, par rapport au primaire, il y a un gros changement. Quand on arrive à l'uni, faute école ou dans le milieu du travail, il y a un gros changement. On peut être nostalgique de notre vie d'avant, mais c'est pas pour ça qu'on vit pas une bonne vie. Vous vous êtes retrouvés là-dedans? Oui, et puis je pense que d'office, quand on a du changement, comme tu disais, il y a des choses qu'on va perdre, mais aussi beaucoup de choses qu'on va gagner. Ouais. Je pense que des enfants... personnellement, moi, ce que j'aimerais bien aussi avoir des enfants, parce que j'imagine l'amour inconditionnel qu'on peut avoir pour ses enfants et que les enfants peuvent avoir pour ses parents. Et rien qu'en voyant l'exemple avec moi, mes parents, avec qui je suis quand même assez proche, je me dis, moi, j'aimerais bien aussi plus tard avoir... en fait, moi, ça me paraissait logique. C'est vrai que je pense que ça dépend aussi un peu de la période de la vie où on envisage ça. Par exemple, peut-être quand on est enfant, soit on est d'office contre, soit on se dit oui, moi j'aimerais bien ma petite famille aussi, c'est un peu une réussite dans la vie. C'est peut-être ce que moi je pensais au départ, et c'est vrai que maintenant je me dis je vais prendre mon temps, mais j'aimerais bien quand même plus tard avoir des enfants, mais j'envisage ça peut-être un peu différemment aussi, quoi. Mais voilà. Et de toute façon, en résumé, on le sait, les plus beaux enfants et les plus mieux, ce seront les miens. Clara, c'est ton moment. C'est ton moment. Donc c'est le moment de ta toute première chronique. Alors tu as repris une chronique qu'on a déjà fait et qu'on aime bien ici dans Génération Scanner. Il s'agit d'une chronique où tu vas nous soumettre un thème, une situation. Et le but, c'est qu'on exprime si on est d'accord ou pas d'accord. Et oui, pour introduire ma toute première séquence, j'ai tourné une petite vidéo avec mon papa qui parle de l'autorité parentale.
Dis Clara, tu voudras bien mettre ta vaisselle sale dans le lave-vaisselle et pas dans l'évier, s'il te plaît. Bon, je reviens. Bon, et si on parlait de l'autorité parentale? L'autorité parentale, c'est un ensemble de droits et de devoirs que les parents ont envers leur enfant jusqu'à leur majorité. Elle sert à assurer ton bien-être, ta sécurité et ton éducation. Alors oui, tu peux penser que tes parents font ça seulement pour t'énerver. Moi aussi je le pense parfois, mais ça reste entre nous. Mais ils le font avant tout pour t'apprendre à être autonome et responsable. Mais attention aux abus, tes parents sont là pour t'éduquer, pas te contrôler. Bref, l'autorité parentale n'est pas une contrainte, mais une protection. Elle sert à ce que tu grandisses dans un milieu sécurisé, avec des repères clairs et de l'amour. Alors, petit spoiler, Clara, tu n'es pas entre nous. Il y a des gens derrière cette caméra qui te regardent. Mais très chouette la vidéo. Alors, ça fait vraiment la vidéo réseaux sociaux, un peu des médias pour jeunes et tout. C'est bravo, c'est parti. Donc oui, dans cette vidéo, sans vouloir me jeter de fleurs, je pense que j'explique assez bien que les parents, ils sont là vraiment pour nous éduquer, mais c'est aussi leur devoir de faire ça. On peut pas laisser son enfant vagabonder dans les rues jusqu'à 3h du matin alors qu'il n'a que 10 ans et demi. Ils ont aussi... Il faut faire attention à pas trop contrôler ses enfants parce que certains parents sont très stricts. Je pense qu'on peut en débattre. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec le fait d'imposer ses propres valeurs et ses propres règles à ses enfants? Peut-être un petit tour d'accord, pas d'accord, et puis on explique. D'accord d'imposer ses valeurs. D'accord envers l'autorité parentale. Ah oui, je suis d'accord. Okay. Moi aussi, je suis d'accord. Ouais. Ah bah, trop d'accord, du coup. Je commence à expliquer. Moi, je suis d'accord, mais je n'en parlerai pas le mot devoir. Parce que, en soi, un devoir, c'est quelque chose c'est dans le mot, on doit faire. Pour moi, c'est une question de responsabilité. C'est lorsque on a un enfant, qu'on choisit, des fois qu'on choisit pas, mais souvent c'est un choix de faire un enfant, ben, ça s'accompagne de responsabilité. Responsabilité envers soi-même, envers l'enfant, envers son milieu social, envers son environnement en général. Et voilà, t'as dit, si un parent laisse vagabonder son enfant de 10 ans dans les rues à 3h du matin, bah pour moi, c'est un manque de responsabilité du parent. C'est pas qu'entre guillemets, il va être... Enfin, si, il va être puni pénalement également. Mais entre guillemets, une instance suprême ne va pas lui taper sur les doigts, mais c'est une responsabilité qui met en danger son enfant et ce sera sa faute. Oui. Et jusqu'à nos 18 ans, nos parents sont, entre guillemets, obligés d'avoir ça. Et ils ont la répercussion de, justement, ces bêtises que les enfants peuvent faire. Donc, si votre enfant va casser une voiture et voler à l'intérieur et qu'il se fait attraper, c'est le parent qui va réceptionner tous les problèmes. Il y avait eu cette thématique-là, je pense, au niveau des gilets jaunes, où c'était des manifestations, il y avait eu des casses, et c'était beaucoup de mineurs. Et du coup, bah, c'était les boutiques et les parents qui avaient douillé. Et donc ouais, moi, autorité parentale, je suis d'accord. Après, comme tu as dit, ça ne doit pas être une dictature. Ça reste des parents, et tu as parlé d'amour dans la vidéo. Moi, je pense que c'est un des trucs les plus importants aussi, quoi. Oui. Bah, moi, je suis totalement d'accord avec ce que vous dites. En fait, je pense qu'à partir du moment où on est parent, bah, il faut quand même mettre un cadre pour son enfant parce que bah, sinon, en fait, les enfants, ils vont peut-être trouver ça ennuyant, justement, d'être trop contrôlés, d'être trop guidés, mais justement, c'est le rôle du parent de montrer la bonne voie à suivre, etc. Donc, pour moi, je suis d'accord avec ça, quoi. C'est important et voilà. Mais je veux aussi vous parler d'un truc, si vous ne le saviez pas déjà, les parents, ils peuvent avoir 3 sortes de décisions nous concernant. Donc déjà pour notre mode de vie, hein, le réveil pour aller à l'école, l'heure du coucher aussi, ou des repas, parce qu'on ne peut pas manger tous les jours à 23h. Puis par rapport à tout ce qui est héritage, nos biens à nous, si malheureusement quelqu'un dans notre famille vient à décéder et qu'on est toujours mineur, c'est le parent qui va avoir plus le contrôle sur ça. Et notre statut, bon, en Belgique, je pense que c'est interdit le mariage mineur, mais c'est le parent, pareil, qui va décider pour une adoption, un mariage ou autre, par rapport à nous, en tout cas jusqu'à notre majorité. Bah, moi, je comprends complètement. Je sais pas si je dois dire que je suis d'accord ou pas d'accord. Voilà, je pense c'est des faits, ça c'est ok. Donc en fait, bah... Oui, c'est des domaines où je pense qu'avant un certain âge, alors j'ai pas envie de dire que le jour de nos 18 ans, ça y est, on est tous capables de tout faire. Il y en a qui sont prêts à 16, 17, il y en a qui sont prêts à 20, mais on doit être accompagné et que cette logique il va faire ses expériences, c'est lui qui gère, etc. de l'enfant, ça a du positif, parce que voilà, on est dans un milieu moderne et tout ça, mais en même temps, un enfant, il peut pas faire ses expériences sur les choses qui vont le mettre en danger ou qui vont le rendre vulnérable à certaines choses.
On le constate, des enfants qui ont été négligés dans leur vie ou des parents qui n'ont pas mis de cadre tout simplement, ça crée souvent des enfants qui n'arrivent pas à s'en sortir dans la société, qui vont peut-être finir en IPPJ. Je parle pas de tout le monde, il y a des gens qui se débrouillent très bien par eux-mêmes, mais comme tu le disais, on a besoin d'un cadre pour continuer à vivre. Cette notion du cadre, elle vous parle ? Le cadre, de mettre un cadre à ses enfants ? Oui, mais je pense que c'est... la question, elle est assez simple, c'est oui. Je pense pas qu'un enfant puisse, s'offrir un cadre à lui-même. Il n'a pas le recul, la maturité, le temps, l'énergie, la force pour se mettre un cadre. C'est le rôle du parent, c'est comme ça, c'est tout. Je pense que remettre ça en cause, le fait que le parent puisse offrir un cadre ou pas, je pense que c'est pas vraiment la question. Je pense que c'est quel cadre il va mettre envers l'enfant. Là, la question, le cadre, il doit être mis. Ouais. J'ai l'impression qu'on est un peu dans... On est parti d'une période où le cadre était trop fort et en fait, au final, les enfants... on les vous voyez déjà. Non, mais les enfants étaient vraiment cadenassés et ils devaient... parents médecins, tu feras médecine, même si t'aimes pas, on s'en fout. Genre, ça, je pense qu'on a dépassé ça, j'espère, en tout cas. Et peut-être qu'on est maintenant parti de l'autre côté, de se dire, là, il n'y a plus assez de cadre et ça crée des autres problématiques qui sont peut-être pas des problématiques, on est obligé de faire quelque chose, mais justement où on ne sait plus quoi faire. Et des jeunes, on en voit qui savent pas où aller, qui savent pas ce qu'ils aiment. Donc voilà, c'est dommage. Mais je sais que t'aimes bien les vidéos. Oui. Et tu nous as préparé une deuxième aussi. C'est ça, c'est un petit spot vidéo qui parle justement des écrans, on en a parlé tout à l'heure, dans les familles. C'est parti. Et si on se reconnectait en vrai ? Et si on scrollait mais avec ses yeux pour voir de quoi les parents sont capables quand ils savent pas qu'on les regarde ? Pour s'apercevoir qu'en fait les influenceurs, ce ne sont pas toujours ceux qu'on pense. Parce que la meilleure connexion, c'est celle qu'on a ensemble. Yapaka.be, une initiative de la Fédération Wallonie-Bruxelles avec le soutien de la Wallonie et de la COCOF. C'est un des problèmes qu'on voit le plus en plus, c'est les écrans. Les écrans, en fait, en général, sauf la TV de Génération Scanner, évidemment. Mais les écrans qui, certes, nous apportent énormément de choses dans notre vie professionnelle, vie privée. Mais on sent que, c'est Céline, la chef de la rédac chez Scanner, qui l'a dit, les écrans font écran. Et je trouve que c'est génial comme formulation. Oui, c'est totalement vrai. Est-ce que les écrans ne mettraient pas des barrières justement dans les relations familiales, nous empêcheraient justement de passer un temps dans le salon rien que devant un film avec des pop-corn et sa famille ? Moi, je pense que, je vais parler de mon cas, je suis beaucoup dans ma chambre, sur mon téléphone ou mon ordinateur. Les seuls moments où on se croise avec mon papa, c'est bonjour, au revoir. C'est à peine si on mange ensemble. Donc les écrans, je pense que c'est un réel problème en 2025 pour les jeunes. Et tu penses que c'est à cause des écrans que tu vois pas beaucoup ton papa ou quoi ? Je pense qu'il faut mettre un cadre aux écrans parce que justement on en déborde. Puis oui, parce qu'il y a une certaine addiction aussi de cette boucle. Et même dans des moments où on est ensemble, parfois je me retrouve à avoir un message et vouloir y répondre alors que je suis en discussion avec lui. Comme si c'était le truc le plus urgent à faire. C'est ça. Il y a toujours c'est comme c'est Simon qui l'a dit tantôt, cette nouvelle personne dans la famille qui est le téléphone. Qui rejoint le foyer. Et donc moi je suis complètement d'accord du fait de limiter, mettre un cadre, etc. Mais en même temps, moi par exemple, après moi je passe beaucoup de temps au travail, je passe beaucoup de temps aussi chez ma copine. Et en fait, le moyen que je puisse garder contact avec ma famille de sang, c'est un écran. Donc, je mettrai le pas entre parenthèses. Pas d'accord. Et vous ? Moi, je mettrais que... Donc la question, c'est vraiment de mettre un cadre par rapport aux écrans dans le foyer. Ouais. Oui, d'accord. Moi, je suis d'accord parce que Robin, on va dire, sait se gérer, tu vois, mais combien de jeunes ne savent pas se gérer et combien de jeunes encore plus jeunes tombent dans les mains des écrans. Derrière, si à la limite tous les enfants avaient une petite liseuse, tant mieux. Mais non, ils sont pas manipulés, mais ils sont embrigadés par des multinationales qui recrutent les meilleurs ingénieurs, les meilleurs psychanalystes, psychiatres, pardon, pour que ces enfants restent sur leur plateforme à regarder du contenu. Désolé, mais débilisant, voilà. Oui, tu peux le dire. Voilà, donc, pour moi, ça n'enrichit pas, ça isole, et j'ai hâte de voir dans 20 ans ce que ça va donner. Hâte ou peur ?
Hâte parce que j'ai hâte d'avoir tort parce que moi mon scénario, les prédictions que je vais faire sont oui, ça va être catastrophique, donc j'ai hâte d'avoir tort. Ok. Et toi, Roman? Moi, je suis d'accord aussi. J'avoue que personnellement, tout ce qui est par exemple réseaux sociaux, etc., c'était pas vraiment un truc qui m'a intéressé pendant longtemps. C'est seulement, par exemple, quand je suis rentrée à l'UNIF que j'ai commencé vraiment à mêler les réseaux sociaux. Donc, par rapport à ça, moi, personnellement, je connais pas trop du coup, donc je ne sais pas. Mais c'est vrai que par exemple, là maintenant, vu que j'utilise plus les réseaux sociaux, je trouve que on peut vite devenir addict quand même. Et du coup, ça peut vite nous couper. Genre, on est dans une petite vidéo, on n'arrête pas d'être sur Insta ou quoi, et finalement, on est un peu coupé de ce qui se passe à l'extérieur. Donc, d'une certaine façon, ça peut un peu nous déconnecter avec nos parents. Donc, c'est vrai que pour les plus jeunes, je dirais en tout cas que ça, c'est très très important quand tu es jeune de faire attention, pas avoir trop d'écran, parce que sinon on a l'impression que la vie réelle c'est les écrans et on fait plus attention à ce qui se passe autour de nous, quoi. En fait, moi, c'est ça. Je dirais un d'accord complet pour les jeunes, genre pas pour les très jeunes, parce que voilà, nous on a aussi une DS ou une Wii ou quoi à 10, 12 ans ou quoi, mais avoir un téléphone avec des réseaux sociaux et des algorithmes et ces trucs de dopamine, etc. tout le temps à 9 ans, ou quand l'enfant est infernal, tiens, un téléphone, je trouve que c'est un réflexe qui peut être destructeur. Par contre, à notre âge, Clara, et voilà, nous on a des groupes WhatsApp et machin avec la famille qu'on voit pas beaucoup, je trouve que c'est super positif. Je trouve que c'est la solution de facilité à mettre un écran tu le disais, dans les mains d'un enfant qui est un peu insupportable, à un dîner de famille ou à l'extérieur. Je suis complètement d'accord avec toi. Écoute, on va passer à la séquence suivante et la toute dernière parce qu'on s'approche de la fin de l'émission. Vous le savez, ici on parle d'un sujet qui est complexe, qui est très très complet aussi. On pourrait de toute façon pas en 1 heure en parler. Et c'est pour ça que chez Scanner, on a aussi des dossiers thématiques où on en parle à l'écrit. Je vous invite à aller les découvrir sur notre site internet, sur nos réseaux. C'est scan-r.be partout. Mais on en parle aussi en radio, sur souvent un angle un petit peu différent, mais même ici en TV, pour pas que vous sortiez de cette émission avec un petit goût de trop peu, ce qu'on fait, c'est qu'on a une séquence What's Next, qui est la séquence où on va aller un peu plus loin, proposer des initiatives, des œuvres, des personnes qui peuvent nous aider ou nous informer sur le sujet du jour, qui aujourd'hui est la famille. Et donc ici, Roman, Simon et Clara, vous avez chacun préparé un conseil, une initiative par rapport pour qui peuvent aider lors des problèmes familiaux, qui renforcent des liens familiaux justement, ou qui accueillent par exemple des enfants non biologiques, des MENA, etc. Et on va commencer par Roman. Qu'est-ce que tu nous proposes ? Alors moi, je vais vous parler d'une initiative, on peut dire ça comme ça, qui s'appelle la Micro-Poupo. Donc la Micro-Poupo, c'est quoi ? Ça va être un milieu d'accueil pour 10 enfants qui ont entre 0 et 3 ans, donc c'est des tout jeunes enfants. Et ces enfants, malheureusement, ils sont en difficulté parce qu'ils vont être issus du service d'aide à la jeunesse et du service de protection de la jeunesse. Et donc tout ça, ça va être un cadre très familial. C'est dans une petite maison familiale que ça se passe, c'est pas du tout une institution, c'est vraiment très cocon. Et donc ça se trouve à Romsey, si ça vous intéresse. Et donc il faut savoir qu'il va y avoir non seulement ces 10 places où ça va être des prises en charge plutôt d'accueil pendant la journée, où donc des jeunes enfants vont pouvoir un peu aller comme une crèche entre guillemets, mais il va aussi avoir un autre prisme, il va aussi avoir une pouponnière, un moyen de pouponnière, un hébergement. Et ça, actuellement, il y a 8 enfants qui vivent donc dans ce lieu-là, donc dans cette maison. Et il y a de nombreuses personnes plutôt bénévoles qui gravitent autour. Et donc, il faut bien faire attention que les 10 enfants qui sont là en tant que crèche, ce ne sont pas les mêmes que les 8 enfants qui y habitent quotidiennement. D'accord. Et donc là, il va y avoir vraiment une prise en charge. Par exemple, ils sont tous scolarisés, ces 8 enfants, etc. Donc, il y a vraiment une prise en charge, un accompagnement des enfants qui ont peut-être eu un peu moins de chance dans leur vie. Ok, c'est une crèche un peu boostée pour les enfants, comme tu as dit, qui n'ont pas eu toutes les chances dans leur vie. C'est ça. Merci donc, la Micro-Poupo. C'est ça, la Micro-Poupo. Simon, qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui ? Alors, je voulais vous partager l'existence du SDJ, qui n'a rien à voir avec le SAJ, pour pas qu'on confonde. Cette structure offre aux jeunes une occasion d'en savoir plus sur leurs droits. Donc c'est un peu peut-être hors sujet, mais c'est très important car beaucoup de jeunes, beaucoup plus qu'on ne le pense, traversent des situations terribles dans le cadre familial. Et donc le SDJ peut, aiguiller les jeunes sur leur situation. Si ce qu'ils traversent est légal ou non, alors c'est un peu étrange, mais ça peut clairement changer des vies, de savoir si la situation qu'on vit peut être juste légale ou non, savoir si juste au vu de la loi, si ce n'est pas légal,
il y a de sérieuses questions à se poser. Donc c'est pour ça que le SDJ offrira, pas des conseils juridiques, mais informera le jeune sur ce qu'il peut faire, ne pas faire, et pourra l'aiguiller vers certains centres d'aide, ou tout simplement leur dire que là, il faut se réveiller et peut-être partir, parce que là, ça devient très, très grave. Donc, les conseils du SDJ sont gratuits dans la plupart des cas, car je pense que ça s'arrête à 22 ans, mais comme je vais vous le dire, allez directement sur leur site, c'est très facile, vous tapez SDJ, ce sera normalement tout en haut du moteur de recherche, et ça vous offrira une bien meilleure vision de ce qu'ils peuvent vous offrir, et toutes les informations sont sur le site, c'est très clair. Donc, en cas de question au niveau de la loi par rapport à sa situation en tant que jeune, sdj.be. C'est ça, et même les gens sont... parce que j'ai été il y a quelques années, et les gens sont très très humains. Ce n'est pas que du droit, ils vont pas vous citer les articles et vous balancer un code civil, ce n'est pas ça du tout. Ils sont très humains, il y a même un rapport peut-être... un peu face au psychologue, parce que voilà, il vous questionner, donc, ou elle, excusez-moi. Mais donc oui, voilà, j'invite... si des jeunes traversent des situations difficiles, d'y aller. Et SDJ, tu sais ce que ça veut dire ? C'est le service de droit des jeunes, je pense. Droit des jeunes, droit ou défense ? Oui, faites vos recherches, ça vous donnera une raison de chercher sur internet, sdj.be. Et il ne reste plus que Clara. Clara, toi, tu vas un peu voler la vedette de Simon qui fait sa séquence Le Chiffre à chaque fois en début d'émission, ou Fortuné, lorsque c'est lui, parce que tu nous présentes un chiffre. C'est ça, donc moi je ne présente pas une structure, je présente un chiffre, donc le 103, c'est un numéro, donc, avec un centre d'appel, c'est Écoute Jeune. Donc si vous êtes jeune ou même parents, ils écoutent des parents aussi. De 10h à minuit, des opérateurs vous répondront si vous avez besoin d'un conseil ou si vous avez un doute ou simplement besoin de parler. Ils seront toujours là et vous répondront au mieux. C'est des professionnels, ils sont renseignés dans ce qu'ils font. Donc c'est parfait. Super, s'il y a des jeunes qui se retrouvent un petit peu dans ce dont on vient de parler, que ce soit... Alors la micro-poupo, j'imagine que quelqu'un de 2 ans va pas taper sur internet la micro-poupo, mais ça peut aider pas mal de personnes. Même ne fût-ce que de connaître l'initiative, parce que des fois on peut conseiller, on peut renseigner. Et puis les deux services un petit peu plus d'aide au niveau des droits et d'aide au niveau de ce qu'on peut faire en tant que jeune. Merci beaucoup, c'est très chouette. Et moi, parce que je le ferai jamais, mais là moi aussi j'ai un petit conseil qui vient vraiment de mon expérience personnelle, c'est que quelque chose qui renforce les liens. Donc là on a parlé de quand il y a vraiment des problèmes, mais comment créer aussi des choses positives dans la famille, c'est les jeux, en fait, tout simplement. On est habitué aux jeux de vidéo et tout ça, d'aller regarder Netflix en haut et tout ça, même en tant que jeune de même 15-16 ans. Alors en fait, les jeux de société, on a toujours cet a priori que Scrabble et tout ça, et des trucs où il faut beaucoup réfléchir, et des trucs un petit peu vieillissants ou quoi, alors qu'il y a énormément de jeux qui soient du jeu de cartes au jeu de plateau, qui développent la créativité, qui développent l'esprit d'équipe, qui développent l'amusement, tout simplement, parce qu'on s'amuse beaucoup, et des fois aussi l'adversité, parce que l'adversité, pour moi, ça crée aussi des choses, de savoir comment l'autre réagit lorsqu'il est dans une situation de... mini-conflit, tout en se faisant les choses ludiques et on n'est pas face à un écran contrairement à toute la journée. Donc voilà, moi mon petit conseil, c'est sortez vos jeux ou ressortez vos jeux de votre grenier, c'est super important. Merci beaucoup Simon, Roman et Clara pour cette belle émission. On va te parler pendant 1 heure de la famille. L'émission elle sera retrouvée sur le site de Vedia, sur Ovio et sur le site de Scanner. Donc aucune raison que vous la loupiez. Et donc voilà, tenez-vous au courant de notre prochaine date, c'est toujours le vendredi à 20h30, un vendredi par mois. Si je me trompe pas, c'est le 3e, mais bon, j'ai pas mes fiches, donc voilà, ça va être compliqué. Mais sinon, vous pouvez le retrouver sur scan-r.be, notre site, on a des réseaux. On a tout, Céline, notre rédac-chef gère ça comme ça, je lui fais un clin d'œil à travers l'écran. Donc vous retrouverez tout, c'est toujours le même logo, le logo qui s'affiche ici. J'y arrive à chaque semaine, c'est un petit peu compliqué. Mais donc voilà, vous retrouvez toutes les infos, vous pourrez trouver aussi toutes nos émissions radio, TV et nos dossiers thématiques. On discutera le mois prochain d'un autre sujet, tenez-vous au courant, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, à très bientôt.